Tu peux les mettre en grand écran. Ouais. C'est bon là du coup? C'est bon? Oui, Ouais. en grand écran. Non? C'est pas en grand écran là? Si, c'est en grand écran, mais sur un affichage où on voit la slide d'après. Ah, Ok. T'as inversé. Non, non, Ah, c'est bon. diaporama, voilà, c'est pas mal là. Vas-y, base. C'est bon? Ouais, c'est bon là ou pas? parfait. Parfait. C'est parfait. Donc, merci à tous pour votre présence. Donc, on fait ce deuxième webinaire de l'année. Je crois qu'on en a fait 7, me semble-t-il, l'année dernière. On Oui. continue dans la lignée des webinars, puisque, comme tu disais, Bertrand, on n'a pas le droit de se réunir en présentiel encore pour le moment, mais ça ne saurait tarder, on l'espère. Webinar donc dédié à la cybercriminalité. On en parle beaucoup et depuis longtemps. On a eu une année 2020 assez catastrophique, on le sait tous, hein, en termes de cyberattaques. Ah, attends, je vais devoir muter. Tac, tac, tac. On a eu une année assez catastrophique en termes de cyberattaques et évidemment, le sujet est grandissant, surtout que depuis le début de l'année, finalement, ce qu'on constate, c'est qu'on a 2 fois plus d'attaques que ce qu'on a eu en 2020. Donc le phénomène ne cesse de s'accroître, ce qui pose évidemment de gros problèmes à nos clients, aux entreprises, et qui nous pose aussi la question de comment agir pour aider nos clients à lutter contre cette cybercriminalité grandissante. Si on fait quelques slides de présentation du CDRT, notamment si on a des nouveaux arrivants, je pense que ça leur sera utile. Donc, le CDRT est un club d'affaires qu'on commence à progressivement appeler aussi think tank. Bon, c'est un mot à la mode, hein, évidemment. Club d'affaires qui a été monté il y a 10 ans avec la volonté de réunir 9 ans, la volonté de réunir les acteurs de la convergence informatique et télécom et de faciliter le networking dans une profession ou une filière qui finalement avait assez peu de moyens de se réunir. Et on a vraiment mis l'axe là-dessus pendant ces 9 premières années, un axe autour de réunions qui se sont faites à travers des dîners principalement. Ces dîners étaient des dîners à thème avec des tables rondes, des prospectivistes qui venaient nous donner un éclairage d'experts sur un certain nombre de sujets d'actualité. Et puis, depuis un certain temps, on a rajouté une certaine corde à notre arc qui est le fait de représenter en fait la filière des intégrateurs et opérateurs de services numériques auprès des pouvoirs publics et notamment un certain nombre de fédérations qui existent en France, que ce soit des fédérations de consommateurs ou des fédérations plus professionnelles, on va dire. Si on passe à la slide d'après, donc aujourd'hui, bon, vas-y, je t'en prie, ouais, Philippe. Oui, non, juste, je voulais justement, c'est là où je dirais les nouveaux adhérents de ce soir. Nous allons atteindre les 220 membres, nous sommes à 219. En début d'année, il y a à peu près 2 mois, on était à 200. Hein. Donc, on a pris beaucoup de nouveaux adhérents alors qu'on ne se réunit pas actuellement. Ce qui prouve que quand on va à nouveau faire du présentiel, on va avoir du monde. Je pense que c'est intéressant de voir que ces nouveaux adhérents qui viennent à la fois de Lyon, de Nantes, de Paris, c'est les 3 régions où il y a eu effectivement un afflux. Effectivement, viennent soit de l'informatique, soit de l'hébergement, donc ça vient venir un peu plus enrichir notre secteur. Est-ce que tu peux peut-être nous citer quelques Alors, adhérents qui sont récents? là, il y a CRT à Lyon, Rémi Gardette, il y avait Bon Communication System, c'est des boîtes lyonnaises, Blue Rock, Cyril Group qui va nous rejoindre dans quelques temps, qui est aussi à Lyon, Dams, qui est une société qui est à Paris, c'est Laetitia Duvanel. On a Euclide aussi à War, je ne sais pas s'il est là, ou je n'ai pas vu Sana, qui est un hébergeur qui est à Lyon et aussi surtout à Sophie Antipolis. On a un Téléone, effectivement, c'est avec monsieur Jean-Christophe Aupoil
qui était avec nous à une certaine époque avec Apps2Com. Ouais. On a NextGens aussi, une société danoise qui nous rejoint. Il y a Synapse Informatique de Chambéry et puis il y a OMS Infogérance, Vlift, qui est une belle petite pépite nantaise qui fait 30 millions d'euros. Voilà, c'est nouveau. Vous voyez, il y a du Nantes, du Lyon, du Paris. Donc, ça fait plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux. Et donc, les opérateurs qu'on appelle de service, qui représentent 48%, c'est surtout des intégrateurs opérateurs qui sont venus nous rejoindre dernièrement. Et ça, c'est très positif. Alors, je suis pas sûr que le graphique soit à jour. Du coup, on a dû passer les 50% maintenant. Je pense qu'on a dû passer les 50, oui. Donc, n'hésitez pas surtout à aller sur notre site, le nouveau site. Il y a une pépite d'informations, à la fois des résumés, effectivement, vous avez aussi des replays. Mais dites à vos marketing, des gens qui ont un peu le temps d'aller regarder ça, parce que ça peut peut-être vous faire gagner du temps sur pas mal de sujets. Voilà. En tout cas, merci d'être présent et de voir que notre club se porte bien. Alors, le club est un club national. On a des membres, évidemment, qui sont répartis sur l'ensemble du territoire avec 220 membres. Alors, évidemment, on respecte toujours les grandes statistiques, on va dire, avec une grosse présence en Île-de-France, en région Rhône-Alpes, en région nantaise, et puis aussi en Occitanie, sur la Côte d'Azur et dans la région Nord. Mais évidemment, en fait, pour adhérer, vous n'êtes pas obligé de vous rattacher à une délégation spécifique. La délégation a un rôle d'animation à nos côtés, plus local. Mais voilà, donc il ne faut pas se dire j'adhère au CDRT parce que j'ai une délégation régionale à côté de nous. C'est pas du tout l'idée. Quand on est adhérent du CDRT, on bénéficie d'un certain nombre d'avantages. Évidemment, un accès à toutes les réunions qui peuvent avoir lieu à Paris, à Nantes, à Lille ou à Marseille. Évidemment, tous les webinars et plus tous les services qu'on met à disposition, les accès aux informations qui sont sur les sites web, etc., etc. Donc, si vous êtes à Strasbourg, il ne faut pas hésiter à se dire je vais adhérer au CDRT. Vous faites partie d'un club et on a besoin de personnes présentes sur l'ensemble du territoire. Si on passe à la slide suivante. Donc, trois formes d'événements. Les dîners thématiques dont on parlait finalement, sur lesquels le CDRT s'est créé. Des matinales, 2 matinales par an généralement. Alors, des matinales qui sont orientées communication et collaboration, généralement pour celles de juillet, et plus orientées sécurité pour celles qui sont en fin d'année, réseau et sécurité. Donc deux matinales par an. Généralement, on fait une quinzaine de dîners thématiques. Et puis l'année dernière, on a fait en plus 7 webinars. Et on va continuer puisqu'on pense en effet que les webinars répondent aussi à certaines attentes des adhérents. Alors les exemples de réunions, transformation du métier d'intégrateur, la cyber et ses enjeux, l'art du marché de la fibre, l'état de l'art du marché de la fibre, le digital workplace dont on a beaucoup parlé aussi, la 5G, le SD-WAN, on en a beaucoup parlé. Faut-il avoir peur des GAFAM et comment s'en défendre? Et puis, comme je le disais, donc tous les webinaires qu'on a eu en 2020 sur l'inbound marketing, le télétravail, le chômage partiel, un go-to-market qui a un peu évolué sur le marché des communications unifiées avec l'arrivée de acteurs de la tech américaine notamment. Le commerce à distance, beaucoup de sujets très intéressants. Et à chaque fois, c'est un peu notre idée. Le club est là pour accompagner des dirigeants d'entreprise. Donc, on se veut avoir une info évidemment de très bonne qualité, high level, avec une vocation qui est un accompagnement stratégique. On n'est pas là pour faire du commerce, j'ai envie de dire, c'est pas l'idée. Évidemment, on fait du commerce dans nos activités, mais le constat premier et la volonté vraiment première du club, elle est d'accompagner des dirigeants sur ce marché des communications unifiées et de la collaboration, sur un marché qui est en pleine transformation, à la fois technologique et de modèle économique. Et puis on sait, et
ça ne s'arrêtera jamais. Hein. Finalement, la technologie ne fait que s'accélérer. Donc, on a encore un long chemin devant nous. Pour parler rapidement du prochain événement, alors le prochain événement sera sur l'éco-responsabilité. Un sujet assez majeur, en fait, évidemment, vous en entendez tous parler. On a la loi AGEC qui vient de passer en janvier 2020. On a les lois climat. On a un certain nombre de choses qui sont en train de s'accélérer autour de nous et qui vont rapidement, en fait, tous nous contraindre, que ce soit d'un point de vue réglementaire ou que ce soit d'un point de vue commercial. Pour vous donner une première information, les opérateurs télécoms vont avoir l'obligation pour le 1er janvier 2022 d'informer leurs clients sur leurs usages et leur empreinte carbone, l'empreinte carbone de leurs usages. Ça sous-entend qu'en fait, il va falloir mettre à jour certainement les factures que l'on adresse à nos clients, si on est opérateur, pour y intégrer l'empreinte carbone d'une consommation Internet, l'empreinte carbone d'un appel mobile, l'empreinte carbone d'un appel fixe. Donc, j'en parle comme ça, personne n'est prêt, donc évidemment, c'est assez perturbant. Sachant que dans le numérique, il y a deux sujets. Il y a les équipements et la fabrication des équipements, les routeurs, les switches, les téléphones et tout ce qui va avec. Et puis ensuite, l'usage même des services. Donc, on va faire un webinaire qui va être orienté autour des équipements, avec la participation de 3 sociétés. Ecologic, qui est un organisme D3E, qui est en fait le seul organisme D3E à apporter des garanties, on va dire, au-delà de ce qu'on pourrait attendre en tant qu'entreprise, sur le crédit qui permet, enfin le petit papier qui va vous dire oui, j'ai bien traité mes déchets industriels et ils sont garantis, ils respecteront la chaîne de recyclage qui va bien. L'Alliance Green IT, qui est une association de plus en plus importante en fait sur le côté green de notre métier, qui a bossé sur beaucoup de sujets autour du grand public, alors les box grand public, l'empreinte du cloud, etc. Et avec lequel on est en train on est en train de les inciter en fait à faire un rapport sur les télécoms d'entreprise. Et puis Tensia, que vous connaissez aussi en tant que grossiste, qui a une activité autour du recyclage qui est assez importante. Donc l'idée de ce prochain webinaire va être de vous mettre en tête les obligations qu'on va devoir affronter, faire face, auxquelles on va devoir faire face, et la manière dont on va dire le gouvernement va attendre de nous une bonne gestion des équipements informatiques. Je vous donne un exemple. J'achète du matériel, je le mets chez un client, j'en suis responsable d'une certaine manière jusqu'à sa fin de vie, voire ou plutôt son recyclage pour un deuxième usage. Comment faire pour que le matériel puisse être utilisé une fois, 2 fois, 3 fois et qu'on arrête de jeter des téléphones entre guillemets encore neufs après 3 ans. Donc un sujet assez passionnant à mon avis à suivre, sachant qu'encore une fois, je pense que la régulation va rapidement nous contraindre et il va vraiment falloir prendre le taureau par les cornes. Pour revenir sur notre webinaire du jour, du coup, je vais laisser la parole à Bertrand et toute sa petite équipe qui va nous éclairer sur ce sujet de la cybercriminalité et comment on peut accompagner au mieux nos clients. Merci Laurent. Bonjour à tous d'être présents aujourd'hui. Donc effectivement, alors on a réussi à se réunir un tout petit peu puisque Marc et Laurent qui se présenteront après ont pu être avec moi. Donc voilà, j'espère effectivement que sur Lyon, comme on disait, on pourra rapidement tous se revoir. Donc effectivement, pour aller rentrer dans le vif du sujet, Laurent en a parlé tout à l'heure. Donc comment aujourd'hui aider nos PME à lutter contre la cybercriminalité. C'est vrai que ce sujet, on l'avait dans les cartons depuis un petit moment. Et quand on l'a lancé, c'est vrai que l'actualité en plus récente de ce début d'année, entre le sujet WhatsApp de début d'année et plus récemment, plus dans notre région, avec l'hôpital de Villefranche qui a quand même fait la une ces derniers temps, je pense qu'on est vraiment aujourd'hui tous les jours confrontés avec une difficulté pour les entreprises qui sont nos clients, de comment aujourd'hui les sensibiliser. Donc en fait, c'est un peu le
défi qu'on va essayer de relever aujourd'hui. Et je remercie donc tous ceux qui ont préparé avec moi cette table ronde qu'on va essayer de rendre vivante malgré la distance. Donc en fait, je la co-animerai avec Laurent Bardonnet d'Ingénis qui est à mes côtés sur ma gauche. Alors pour ceux qui l'ont déjà côtoyé, il a été excellent lors de l'animation des différents débats sur le SD1. Donc il a animé celui de Lyon, celui de Toulouse et de Paris. Ouais. Donc je vais proposer effectivement de co-animer avec moi l'événement du jour. Et puis je remercie, ils se présenteront à chaque intervention, donc Marc Rive de la société M4-2I qui était aussi à mes côtés, qui assurera donc l'introduction, nous éclairera un peu sur tous les nouveaux paradigmes un peu de cette cybercriminalité. Ensuite, Pascal Nozet de la société Apixit prendra le relais avec Xavier Lecomte de Watcha et Willy Chantre d'IPline. Et à eux trois, ils nous éclaireront sur différentes thématiques, leur façon aussi d'appréhender les choses et les bonnes pratiques avec leur entreprise. On terminera par une conclusion de Laurent qui ouvrira aussi encore le champ des possibles. Donc, ce que je vous propose, c'est de démarrer pour qu'on essaie de respecter le timing. Donc, comment aider donc, nos PME à lutter contre cette cybercriminalité croissance Marc, je te laisse prendre la parole et en quelques minutes déjà nous peindre un peu le décor actuel et de ce qui nous entoure. Oui. Alors, bonjour à tous. C'est ma première fois ici, donc ravi de tous vous rencontrer. On est parti en fait d'une étude qui a été publiée en 2020, qui est disponible directement sur Internet, qui est réalisée par Allianz, qui s'appelle le baromètre des risques. C'est une analyse qui est faite sur une centaine de pays, dans 22 secteurs industriels, et qui en fait met en exergue une tendance qui s'observe depuis déjà 4 ou 5 ans, qui est historiquement, ils essayent d'analyser en fait pour les entreprises qui sont dans le périmètre tout ce qui peut être une source d'indisponibilité de leur système d'information et de leur continuité d'activité. Historiquement, ils avaient des interruptions de métier qu'on détaillera un tout petit peu plus tard, qui sont, on va dire, les risques classiques du quotidien et de notre passé, qui vont être les incendies, les dégâts des eaux, les ruptures de chaînes d'approvisionnement, des choses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'au cours des dernières années, il y a des nouveaux risques qui sont en train d'augmenter fortement et qui rendent plus vulnérables les sociétés. Le premier qui maintenant a pris la tête en 2020 en termes d'impact sur l'arrêt de l'activité des sociétés est le risque cyber, et du coup qui a gagné 2 places en une année. Il était en 3e place en 2019. Suivi de peu par les changements régulatoires. Donc là, on l'a tous vécu avec la RGPD, par exemple. On en a d'autres pour tous les gens qui font des business transfrontaliers, qui du coup ont pris la place en fait des interruptions métiers et des catastrophes naturelles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit nouveau qui est arrivé en bas, que vous allez voir, qui est le changement climatique, qui est en train de générer de plus en plus de ruptures sur les différentes chaînes d'approvisionnement et du coup en train d'impacter de plus en plus ces sociétés. On va regarder dans le détail les premiers pour pouvoir brosser un peu ce qui caractérise ces risques-là et quels sont les impacts pour les sociétés. Donc en commençant par les cyber rapidement, si on veut regarder grosso modo les grands domaines d'impact de la cybersécurité, les 2 premiers sont un peu les portes d'entrée au niveau de la cybersécurité. Donc tout ce qui va être du phishing, c'est quand vous recevez un petit email qui a l'air commercialement impeccable et qui en fait a vocation soit à détourner vos identifiants et vos mots de passe, soit à prendre la main en fait sur vos activités d'entreprise pour permettre d'exécuter des activités à votre insu, ou même, vous verrez un peu plus bas, pour permettre de charger un logiciel qui va permettre à un attaquant de prendre la main sur votre réseau. Le second va être tout ce qui va être compromission du périmètre de sécurité de l'entreprise. Donc là, on parle d'une intrusion directement dans le réseau. Et une fois qu'on a utilisé ces 2 méthodes, on va être capable soit de faire de l'espionnage, de la fuite de données, de chiffrer les données, de demander des rançons. Donc ça porte le nom rançon logiciel en français, mais le nom international est ransomware. Et toutes ces choses-là en fait vont avoir directement des impacts
sur l'activité de l'entreprise, mais également des répercussions à moyen et long terme au niveau de la crédibilité du fonctionnement avec les partenaires. Il reste un autre risque au niveau cyber, mais qui ne vient pas de l'extérieur. Celui-là est beaucoup moins cité, mais il nécessite néanmoins une bonne protection des données, qui va être soit l'erreur humaine. On a des gens en fait qui vont faire une erreur avec une bourde supprimer des données qui vont être vitales pour l'entreprise, ou plus rarement des actes de malveillance. Donc là, c'est carrément quelqu'un qui décide de nuire, soit en faisant des dommages matériels, soit en supprimant des données de la société. La vraie question derrière tout ça, c'est quel est le niveau en fait, d'exposition pour une société française. Les chiffres aujourd'hui, c'est que plus de la moitié des sociétés en France ont déjà dû faire face à un ransomware avec un impact plus ou moins fort. Des fois, c'est uniquement un PC, des fois, c'est tous les PC, des fois, c'est une application métier, des fois, c'est tout le système d'information qui part. Sur ces sociétés françaises, c'est un peu plus rassurant. 20% d'entre elles, quasiment, ont réussi seulement 20% d'entre elles, pardon, n'ont pas réussi à y faire face, ont perdu réellement des données. Par contre, près de la moitié d'entre elles ont eu une interruption qui est quasiment d'une journée entière de travail. Donc, on va avoir une partie complètement visible de cet incident qui va être vraiment l'indisponibilité, la gestion d'une crise, la problématique d'identifier par où s'est faite l'intrusion, de remettre en activité le système d'information. Par contre, il y a toute une face immergée de l'iceberg qui est un peu plus difficile à détecter, à quantifier, qui en général, quand vous avez des obligations de... Oups, on a perdu l'audio. Non, c'est bon. C'est que tu as un appel en parallèle. Pardon. Pas de souci. Désolé. Vous m'entendez toujours, c'est bon? L'audio? Oui, on entend toujours. Ok. Désolé, on va attendre que ça se termine. Je vais essayer de me Donc, Tu peux pas le rejeter? C'est peut-être une demande de rançon, en fait. Ouais, c'est bon. Top, merci. C'est bon. Désolé. Bon, désolé Marc. Non, pas de souci. Pas de souci. Donc, ce qu'on disait, c'est qu'il y a toute une partie qui est très visible, qui est la gestion de cette crise, mais il y a une partie en fait qui est un peu plus différée, qui est typiquement si vous avez des primes d'assurance pour pouvoir couvrir le risque cyber, elles ont une nette augmentation une fois que vous les avez activées une première fois. Vous avez en général des impacts collatéraux au niveau de votre business avec les clients en aval, parce que ces gens-là vont potentiellement perdre la confiance, ce qui va éroder le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et du coup, derrière, potentiellement déprécier un peu la valeur de la société. Et enfin, ça c'est ce qu'on a vu typiquement pour un Airbus il y a quelques années, vous allez potentiellement avoir une perte de propriété intellectuelle et du coup perdre ce qui peut rendre unique une société au niveau d'un marché. Oups. Au-delà du risque cyber, si on regarde les interruptions de métier maintenant, on a toujours les risques historiques qui sont en place. Ça veut dire que des sociétés doivent toujours faire face à des interruptions métiers à cause d'un incendie, d'un orage, donc une surtension, d'un dégât des eaux, d'une panne matérielle pour tous ceux qui sont dans le domaine industriel. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on a deux nouveaux risques qui sont venus se rajouter et qui commencent à prendre une part prépondérante. On en a un qui va être tout ce qui est autour de la rupture des chaînes d'approvisionnement. Donc, on l'a vécu par exemple avec les inondations en Asie pour tous ceux qui sont dans les domaines technologiques. On a eu des ruptures d'approvisionnement sur des disques durs par exemple. Vous allez également l'observer avec le Covid où il y a eu des ralentissements dans beaucoup de pays et cet impact un peu différé du Covid dans les différents pays a engendré des latences ou carrément rompu des chaînes d'approvisionnement, qui fait que certaines entreprises se sont mises à l'arrêt. Et on en a un autre qu'on a eu particulièrement en France avec des effets comme les gilets jaunes par exemple, où les risques politiques et sociaux ont complètement coupé l'accès logistique à certaines entreprises, ou même parfois, malheureusement avec des actes de malveillance, créer des dommages et créer une latence dans la remise en activité d'une société.
Le dernier risque est la partie climatique. Alors celle-là est réelle. Elle a un point qui est particulièrement intéressant en France, qu'on trouve beaucoup aux États-Unis. On voit que l'impact climatique est de plus en plus conséquent parce qu'on a une multiplication par 20 des dommages liés typiquement aux inondations entre 1970 et 2010. Par contre, on se rend compte qu'en France, la majorité des risques climatiques viennent des inondations. Donc, vous le verrez en haut à gauche sur le petit graphe, c'est les petites barres bleues. Donc, en gris, vous avez tous les risques qui ne sont pas liés aux inondations, en bleu, ceux qui le sont. Vous avez une illustration, par exemple, en bas au centre, où vous avez le petit S qu'on retrouve sur le bassin de la Seine après Courbevoie. En fait, toutes les zones qu'on est en train de construire sont de plus en plus inondables. Le fait qu'on bétonne de plus en plus, au final, amplifie ce phénomène de crue, parce qu'on n'évacue pas correctement les eaux de ruissellement. Et toutes ces choses-là sont petit à petit en train de créer de plus en plus d'interruptions et d'incapacité à maintenir les continuités d'activité. D'un point de vue système d'information, des précautions plutôt simples à adopter. On ne va pas passer beaucoup de temps dessus parce que je pense que c'est aussi l'objet du débat d'aujourd'hui. Mais peut-être juste avant d'enchaîner sur cette partie, ce qui serait intéressant aussi pour finir sur l'introduction, c'est connaître qui sont les hackers aujourd'hui. Alors, les hackers, vous en avez différents types. Vous avez soit des organismes qui sont presque gouvernementaux, qui vont faire du hacking de manière très organisée, qui vont viser des très grandes structures ou des gouvernements. Typiquement, si vous prenez l'attaque qu'il y a eu au niveau de la plateforme de supervision SolarWinds ces dernières semaines, ça visait majoritairement le gouvernement américain. Donc, il y a plein d'entités américaines qui ont été touchées. Il y a eu du Microsoft, on a eu le Pentagone. Et du coup, pour ces attaques de très grande ampleur, c'est en général organisé par des groupes pilotés par des gouvernements parce qu'il faut des fonds considérables. Après, malheureusement, on a aussi du hacking très opportuniste aujourd'hui parce que c'est assez simple de se fournir des solutions presque sur étagère qui sont activables avec très peu de connaissances et qui permettent en fait assez facilement de s'introduire dans les sociétés, de chiffrer leurs données et de demander une rançon pour pouvoir les récupérer. Malheureusement, l'effet Covid a amplifié ce risque parce que avec le Covid, les gens ont dû opérer en urgence une transition vers le télétravail. Donc, en général, fait une transition très rapide et pas forcément sécurisée pour ouvrir leur système d'information et y accéder depuis l'extérieur. Et en fait, ont augmenté leur surface d'attaque. Alors, chez M4 on s'est amusé à mettre quelques-uns de nos services dans nos data centers sur Internet. On se rend compte qu'au bout d'une journée, on a eu plus de 100 à 150 000 tentatives d'intrusion dans les systèmes. Donc, ça va très, très vite. Donc, les gens qui n'ont pas forcément sécurisé leur système sont aujourd'hui malheureusement très vulnérables. Et aujourd'hui, pour aussi étayer ça, c'est que ça devient un business pour aussi les hackers. Oui. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que ça intéresse et qu'il y a de l'argent à faire autour de ça. Oui. Ok, écoutez, merci Marc pour cette introduction et qui lance bien le débat. Merci aussi pour cet overview global, parce que c'est passionnant, parce que c'est vrai que sur les risques cybersécu, les autres que tu as adressés, je pense que c'est assez intéressant. Maintenant, pour revenir sur effectivement le débat et se recentrer par rapport à la fin de ta conclusion, justement, concrètement, aujourd'hui, comment améliorer la sécurité d'une PME? Je pense que les derniers éléments que tu as cités, ce que j'aimerais, c'est que Pascal, le Nozet, donc à Pixit, je vais te laisser une petite minute pour te présenter, reprenne un petit peu ces éléments et échange avec Laurent sur cet enjeu-là. Pascal, je te laisse la parole déjà pour te présenter. Merci Bertrand, donc bonjour à tous. Je suis Pascal Lenozé, donc de la société Apixit. J'ai en charge d'activité conseil et avant-vente. Alors, rapidement, quelques mots en moins d'une minute sur Apixit. Donc, nous sommes une société du service numérique. Alors, on a 27 ans, donc on commence à avoir un âge assez mûr. On est présent sur l'ensemble du territoire et on est également présent en Rhône-Alpes, à Saint-Priest exactement, donc pas très loin de chez vous, je pense, pour la plupart. Donc, moi, physiquement, je suis basé à Rennes. Mais je n'hésite pas à me
promener sur l'ensemble du territoire. Donc, nous avons aujourd'hui 330 personnes, collaborateurs au sein de l'entreprise, 85 millions de chiffre d'affaires, dont 40% sur le métier de la cybersécurité particulièrement. Donc notre métier, c'est intégrateur, si je prends un terme qui était très souvent utilisé dans le milieu historique de métier de l'IT. Et on intervient en fait dans l'accompagnement chez nos clients de leurs projets sur tout le cycle de vie du projet, que ce soit en conseil en audit, que ce soit en déploiement, ou en maintien en conditions opérationnelles, ou en maintien en conditions opérationnelles de sécurité. Et donc pour ça, on a un NOC depuis plus de 16 ans et un SOC aujourd'hui depuis plus de 5 ans pour superviser l'ensemble des événements de sécurité. Voilà en une petite minute le portfolio d'Apixit. Ok. Le sujet. Aujourd'hui, effectivement, donc pour revenir sur le sujet de la cybersécurité, les sociétés sont toutes confrontées et ont toutes aujourd'hui le souhait de se sécuriser. Et donc, vous avez une PME qui vous contacte, quelle est votre approche vis-à-vis d'elle? Est-ce que vous préconisez un audit sécurité, un audit d'intrusion? Quelle est votre approche sur ce sujet? Alors souvent, quand on est dans le cadre d'une PME, on est très vite confronté, enfin vous le savez tous, directement à l'équipe dirigeante. Et puis le propre de la PME, c'est que forcément, elle est dans un budget contraint. Donc la première étape que l'on essaie d'avoir avec une PME, c'est de lui expliquer pourquoi elle peut être attaquée. Alors ça paraît basique, mais c'est un peu en écho de ce que Marc vient de dire et d'expliquer. Il y a plusieurs typologies d'attaquants. Et on avait l'habitude de dire, mais pourquoi je serais une cible? Ben, je ne suis pas forcément une cible en tant que telle. Mais en fait, aujourd'hui, on assiste à un phénomène que Marc a exposé, c'est qu'on a d'une part une exposition de l'entreprise sur le milieu du numérique de plus en plus importante, de manière consciente ou inconsciente, parfois de manière inconsciente dans beaucoup de PME, parce qu'elles utilisent des logiciels qui sont dans le cloud et elles ne s'aperçoivent pas ou elles ne savent pas où sont les données, comment elles sont protégées. Et puis, on a aussi une banalisation des outils. Aujourd'hui, il est très, très facile d'avoir des outils pour faire un premier niveau de hacking. Et puis, on a une très grande professionnalisation des attaquants. Donc, on a cité les attaquants qui étaient dans un mode étatique, avec les exemples qui ont été cités par Marc. Et puis, de plus en plus, on a une dérive où, en fait, l'attaquant, son objectif, c'est de gagner de l'argent. Alors, pour gagner de l'argent, on a deux façons de faire. Il y en a plus, mais si je me mets à l'époque des westerns, on attaquait la banque. Alors, pour attaquer la banque, on regardait comment elle fonctionnait, comment pouvoir l'intégrer, on mettait les moyens, puis on y allait. Et puis, on arrivait à prendre le trésor lorsqu'on ne se faisait pas arrêter. Si on se faisait arrêter, on prenait beaucoup de risques. Ça, c'est un modèle qui a plus lieu aujourd'hui parce que c'est un modèle qui demande trop d'investissement. Et quand on est un hacker, on cherche un retour sur investissement assez important. Et donc, qu'est-ce qui est plus simple de faire? C'est plutôt qu'aller prendre le gros magot qui est dans la banque, c'est on va le diviser par 100 000 et on va attaquer 100 000 personnes. Mais ces 100 000 personnes, on va les attaquer principalement si elles sont faibles, donc très peu protégées, voire pas du tout protégées, donc pas armées. Et puis, on va les attaquer en mode automatique parce qu'on a des outils qui nous permettent de le faire. Et donc, on va attaquer 100 000 personnes. Donc, on va faire un screening très, très large et on va attaquer ces personnes-là pour chercher de l'argent. Donc, chercher un 100 millième de la part que la banque avait. Et c'est pour ça que les PME aujourd'hui sont majoritairement ciblées, et c'est ce qu'on explique nous aux dirigeants, c'est de dire vous êtes ciblés parce que il y a un screening complet et on va chercher le maillon faible. Et ce qu'il faut, c'est que déjà la première étape, c'est que vous soyez plus ce maillon faible. Ça, c'est des choses qui ont été reprises aussi par l'ANSSI en disant ne comptez pas sur une instance centralisée, mais essayez déjà chacun à son niveau de faire un premier niveau de sécurité. Fermez vos portes, vos fenêtres, mettez des portails à l'entrée. Si je fais la référence à la maison, c'est la même chose au niveau des PME. Donc ça, c'est un échange qu'on a régulièrement avec le dirigeant de la PME ou le TI. Et ça consiste en quoi? Si je traduis dans le monde du SI ou le monde de l'entreprise, quels sont les actifs de l'entreprise? Ça, c'est la première question. Quels sont les actifs indispensables? Quel est l'actif qui, si je le perds, s'il est corrompu, mon entreprise ne fonctionne plus, voire elle disparaît? Quel est l'actif dont je peux me passer partiellement? Je suis capable de reconstruire. Quel est l'actif dont je peux me passer? 1 mois, 2 mois. Quelles sont les menaces par rapport à ces actifs? Et puis, quels sont les scénarios de menaces, c'est-à-dire comment je vais exploiter finalement ces menaces pour arriver à mes fins quand je suis un attaquant. Et une fois qu'on a fait ça, ce que je suis en train de dire là, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça peut prendre une journée. Donc, c'est des Votre échanges appel a qu'on été mis adapte. en attente. Allô, allô? Vous m'entendez? Oui. Excusez-moi, j'avais… Votre appel a été mis en attente. Et donc, lorsque l'on fait ça sur une journée, Votre appel a été mis en attente. le PME a déjà
un inventaire de ses actifs, il a catégorisé ses actifs. Votre appel a été mis en Et puis, par attente. rapport à ces actifs, on va mesurer avec lui les risques. Alors, par rapport au risque, on a plusieurs Votre appel a été mis en possibilités. attente. Soit on adresse le risque. Donc, quand j'adresse le risque, j'essaie de le réduire. Donc, j'avais des portes ouvertes, je vais fermer les portes. Votre appel a été mis en attente. J'avais une exposition sur un logiciel ouvert à tout vent, je vais essayer de réduire son exposition. Donc ça, c'est la réduction du risque. Puis je peux aussi transférer le risque. Donc ça, c'est un discours que entendent très bien les PME, c'est de dire, ce risque-là, moi, je ne suis pas en mesure de le gérer soit parce que je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le budget, soit parce que je n'ai pas le savoir-faire. Donc dans ce cas-là, on peut le transférer. Et pour le transférer, on peut le transférer à un tiers de confiance. Si je reprends ma métaphore, on peut le transférer à un gardien qui va gérer l'entrée, mais je peux le transférer à un hébergeur dont c'est le métier, qui à lui a les liens de sécuriser l'ensemble de mes actifs, parce que en fait, il a plein de clients et donc il va me protéger à bon escient. Donc ça, c'est le transfert de risque. Et puis, je peux très bien aussi assumer un risque. Et là, on peut très bien dire, moi, cet actif-là, si cet actif-là est attaqué, finalement, l'impact qu'il a pour l'entreprise, il est minime. Donc, je vais être capable soit de reconstruire, soit finalement, il est pas énorme et je peux m'en passer. Et puis, il y a le risque que l'on assume complètement, ce risque-là, c'est j'ai une petite activité, mais bon, elle n'a pas d'impact, donc si elle se fait attaquer, c'est pas si grave que ça. Et si je veux le supprimer, ce risque, j'arrête le service. Donc tout ça fait une cartographie des risques que l'on fait avec le client assez vite. Sous forme d'un audit. Et ça nous permet de mettre un bon curseur, le curseur de la sécurité vis-à-vis en fait de la PME et de son métier. Alors effectivement, tout ça se fait sous forme d'un audit de survol. Donc, soit le client a cette maturité, soit en fait on l'accompagne dans cet audit de survol. Et puis on va l'interroger, on va faire des entretiens. Sous 3-4 jours, on peut avoir ce premier audit et surtout ce plan de marche finalement pour l'accompagner dans une évolution, un accompagnement sur 2-3 ans. Et ça permet surtout de faire démarrer et de faire ce premier niveau de barrière. C'est-à-dire que je n'ai pas de niveau de sécurité, je mets un premier niveau qui va déjà me protéger de ce premier niveau de screening dont on parlait tout à l'heure. Quelqu'un qui veut faire de l'argent facile, on voit des attaques en masse. Si sur la première attaque, mon entreprise déjà, elle répond favorablement à cette attaque, et derrière, l'attaquant déroule. Si là, je suis déjà à un premier niveau, je ne suis pas en réponse favorable à cette attaque, l'attaque va attaquer le suivant. Okay. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien avec le monde des PME. Un point aussi important, donc oui, il y a la partie audit, mais on sait aussi que les utilisateurs sont souvent aussi un peu un maillon faible finalement pour la cybersécurité. Et du coup, comment faire pour sensibiliser les utilisateurs ? Alors, c'est vrai que c'est le maillon faible et à la fois c'est un acteur majeur de la cybersécurité parce que comme on l'évoquait tout à l'heure dans l'exemple, un mail de phishing, celui qui est entre la chaise et le clavier, c'est lui qui va gérer le mail qu'il reçoit et qui va décider cliquer ou pas. Donc, c'est à la fois le maillon faible, mais c'est le maillon qu'il faut convaincre d'être un acteur actif de la cybersécurité. Donc là, on a plusieurs façons de faire. Donc, il y a des sensibilisations qu'on peut faire par des audits, des envois de phishing, mais là, pour le coup, maîtrisés par l'entreprise, qui va faire ce qu'on appelle du spear phishing, c'est-à-dire du phishing adapté au métier de l'entreprise pour tromper ses collaborateurs et leur montrer ce qu'il faut faire et pas faire, ou en tout cas quelle attitude avoir par rapport à du phishing. On fait aussi de la sensibilisation. Par exemple, on a monté un Hacking Lab qui permet finalement, quand on va chez un client, on va définir son contexte métier. Ça peut être des techniciens d'intervention, on l'a fait récemment, et le technicien d'intervention va reprendre tout son historique de comment il fait pour intervenir sur son site d'intervention, et on va expliquer en l'accompagnant à quel moment il est en difficulté ou en quel moment il s'expose le plus à des menaces et là où il doit être le plus vigilant. Et vient à Hacking que voilà comment on va prendre la main sur son système, sur son téléphone, sur son PC, sur sa connexion Wi-Fi pour le faire. Et puis, il y a de la formation que l'on peut faire au fil de l'eau. Ce qui est important d'avoir dans cette réflexion de sensibilisation, c'est surtout pas de se réfléchir sur la sensibilisation liée à l'organisation de l'entreprise, mais plus à l'usage numérique des utilisateurs. Parce que finalement, on peut avoir au sein d'une entreprise deux personnes qui ont le même métier, puis on va se dire, voilà à peu près les risques auxquels ils sont confrontés, mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il y a une personne qui a un usage très fort du numérique, des réseaux sociaux, qui s'expose, qui chatte, qui fait énormément de choses, et puis l'autre, finalement,
un usage très limité du numérique. Donc ça, c'est un point aussi de vigilance qu'on aime bien évoquer, c'est quelle est l'empreinte numérique de vos collaborateurs et de votre entreprise vis-à-vis de leurs usages. Ça, c'est quelque chose qui fait écho et qui est très pragmatique, et il existe des solutions qui permettent un peu d'avoir cette empreinte et finalement de montrer à l'utilisateur final, voilà l'empreinte que tu as sur le numérique et voilà ce que tu peux faire pour diminuer ton empreinte. Ok. Et justement, pour aider les PME, au niveau de la sensibilisation, c'est essentiellement sur ces axes-là que l'on travaille. est-ce qu'il existe un guide des bonnes pratiques justement sur la cybersécurité pour les PME? Alors effectivement, dans le monde des PME, et d'ailleurs, pour la taille de l'entreprise, l'ANSSI a fait énormément d'efforts pour accompagner les entreprises dans leur démarche de sécurité, en publiant des guides, en publiant des outils, en publiant des plateformes de formation. Donc, typiquement, pour les PME, pour les ETI également, il y a des guides qui existent. Il y a le guide de l'hygiène informatique, donc il est assez conséquent, il existe depuis déjà celui-là plusieurs années, qui va permettre pour quelqu'un qui débute avec des mots non techniques de savoir quelles sont les mesures minimales qu'il doit mettre en œuvre pour pouvoir en informatique se protéger à minima. Ensuite, depuis, je crois, maintenant 2 semaines, l'ANSSI a publié un guide qui est vraiment très bien fait, qui est les 12 questions que doit se poser une PME et une TPE pour se protéger. Alors, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, à ce qu'a évoqué Marc, c'est de dire comment j'élève mon niveau de sécurité suffisamment pour que le coût de l'attaquant soit de plus en plus élevé. Et donc, c'est 12 questions. Et si on répond à ces 12 questions, eh bien déjà, on a une cartographie au niveau de son entreprise des sujets qu'il faut adresser pour pouvoir monter son niveau de sécurité et surtout ne plus faire partie de cette première vague de screening que j'évoquais un peu de manière un peu simpliste tout à l'heure en disant voilà, sur la première vague de l'attaquant, il faut que l'entreprise justement passe à côté de cette première vague pour pouvoir augmenter le coût de l'attaquant. Il y a la SecNum Academy, donc ça c'est un autre point qui est important pour la sensibilisation des utilisateurs. Les utilisateurs, en fait, l'ANSSI a mis en place une plateforme de formation qui s'appelle la SecNum Academy et qui est gratuite, disponible à tout le monde. Et donc, vous pouvez engager vos collaborateurs à suivre ces programmes-là en fonction des risques que vous identifiez. Ils vont pouvoir suivre un certain nombre de modules et se former à un certain nombre de comportements sur le phishing, comment je dois le renouveler, comment je dois sécuriser mon PC, à quoi je dois faire attention quand j'utilise une donnée, quel est le cycle de vie de ma donnée. Tout ça est très bien fait, très éducatif et disponible à tout le monde. Et puis enfin, en guide, il y a aussi toute la plateforme cybermalveillance qui a été mise en place à l'initiative de l'ANSSI, mais c'est une entité indépendante qui s'appelle Cyberinformation et actualité autour de la sécurité et surtout les guides de bonnes pratiques sur que faire quand je suis attaqué, vers qui me retourner, quels sont les prestataires de confiance et comment notifier en fait le fait que je sois attaqué. Ok, merci. On a vu un peu l'approche méthodologique pour accompagner donc, les PME. Par contre, côté PME, est-ce que vous voyez un changement, une prise en compte justement de la cybersécurité d'un point de vue organisationnel, économique? Alors d'un point de vue PME, les PME commencent vraiment à comprendre, l'actualité nous aide beaucoup, hein, de l'impact économique d'une attaque sur leur métier. Donc ça, c'est important. Et on voit que dans l'analyse de risque qu'ils avaient avant, qui était plutôt sécurité physique ou risque concurrentiel ou de panne machine ou l'ensemble des risques qu'on a évoqués tout à l'heure, la cybersécurité devient en fait un risque identifié comme un autre quelque part. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que systématiquement dans la revue des risques, on retrouve la cybersécurité. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle de prise en compte des PME de ce point-là. Et la deuxième, c'est qu'ils prennent conscience que, eh bien, il faut s'appuyer sur un écosystème. Donc ça, c'est travailler en écosystème et dire, voilà, j'ai des tiers de confiance qui vont m'aider. Il y a certains sujets que je peux adresser, et ceux-là, je les adresse, et d'autres que je n'adresserai pas parce que je le délèguerai à un tiers de confiance qui le fera bien mieux pour moi. Et ça tombe bien parce que l'écosystème, c'est lui aussi mis au niveau des PME avec des offres qui sont adaptées au budget et aux enjeux de la PME. Effectivement, et puis nous, de notre côté, on remarque qu'aujourd'hui, voilà, le sujet sécurité était avant un peu était géré par à-coup. En gros, il y avait un projet sécurité
Voilà, on faisait une sensibilisation, un pen test, un petit projet sur la sécurité. Par contre, maintenant, c'est un budget de fonctionnement, il y a un budget qui est alloué toute l'année sur la sécurité. Voilà, donc là, il y a un vrai changement au niveau des sociétés de ce point de vue-là. On a vraiment basculé dans ce qu'on appelle la sécurité opérationnelle, c'est la sécurité suivie de manière permanente. Et nous, on a de plus en plus de demandes également, effectivement, d'accompagnement dans le temps, avec un accompagnement 1 ou 2 journées par mois dans une entreprise pour échanger avec elle, pour suivre un peu l'évolution de son SI et de sa sécurité. C'est effectivement un mouvement de fond que l'on constate également. C'est quand même intéressant dans le modèle économique de nos entreprises, puisque ça permet de penser à des modèles un peu différents grâce à cette cybersécurité. Merci beaucoup. Et d'éviter d'avoir un ticket d'entrée trop élevé pour commencer à se sécuriser. Ça, c'est également fondamental. Ok. Merci beaucoup, Pascal, pour cet éclairage. Je vous propose de continuer. Si on a un petit souci. Non, voilà, c'est tout bon. Je citais tout à l'heure, et Marc appuyait sur la fin de la conclusion, sur la partie rançon là, qui est en train d'augmenter de manière assez considérable. On a aussi pas mal parlé en début d'année du sujet de WhatsApp avec le rapprochement de Facebook et un affolement qu'il y a eu autour de ça, une prise de conscience. Donc c'est intéressant, donc c'était important, je pense, dans ce thème de la cybersécurité, de parler aussi du shadow IT qui est présent dans nos entreprises et de ses dérives. Donc ce que je vous propose, c'est que Xavier, que tu le présentes et que tu, de la même manière, échanges avec Laurent sur ce sujet. À toi, Xavier. Allô? Xavier, tu es en mute. Ah. Voilà. Allô, allô? C'est tout bon? Ouais, on t'entend. Bon, vraiment désolé. Bonjour à tous et merci Bertrand pour l'introduction. Donc, effectivement, on est Watcha, je suis le fondateur de Watcha. On édite une solution de collaboration. Donc, par collaboration, j'entends les services nécessaires et suffisants pour fonctionner en équipe, en présentiel ou en distanciel, en télétravail. Donc, on fait de la messagerie instantanée. On fait de la visio, évidemment, on fait du drive, du disque partagé et de l'édition en ligne. Alors, parmi tous les acteurs du marché, on a 2 axes de différenciation. Le premier, c'est vraiment la simplicité, le fait d'avoir une solution qui peut être prise en main immédiatement. Nous, tous autour là, de cette table virtuelle, on baigne dans la technologie, mais il faut se figurer que le gros du marché de la digital workplace est devant nous. Et pour aller chercher ces utilisateurs-là, le critère de prise en main, de simplicité va être fondamental. Il y a une étude qui était sortie au moment du premier confinement. Il y a 50% des télétravailleurs qui sont retrouvés en difficulté pour utiliser les outils qui étaient mis à leur disposition. Alors, nous, on essaye d'avoir une approche très, très inclusive en proposant, comme je le disais, le nécessaire et le suffisant, et puis en allant travailler nos interfaces pour que tout le monde puisse prendre en main les solutions immédiatement. Et c'est un facteur de lutte contre le shadow IT. On y reviendra pendant les explications. Et puis, le deuxième facteur de différenciation, on se base sur des briques open source qui sont réputées, alors qui sont réputées par rapport à leur fiabilité, leur disponibilité, qui sont réputées aussi pour leur niveau de sécurité. Je pense par exemple sur la messagerie instantanée, on se base sur Matrix, une solution qui est utilisée par l'armée de terre en Allemagne, qui est utilisée par Thales, qui est utilisée par la DILUM pour la messagerie sécurisée de l'État Tchad. Voilà, donc on essaye de prendre les meilleures références et on va aller chercher des utilisateurs qui sont à la recherche de 2 critères principaux. C'est à la fois la sécurité et également une certaine notion de souveraineté. On a de plus en plus, notamment au niveau des collectivités, mais pas que, une sensibilité sur ces thématiques-là. Et c'est le marché qu'on adresse avec Watcha. Ok, merci Xavier. Donc, première question, pour l'idée, si on sécurise une société, est-ce que mettre une sécurisée ultra renforcée, est-ce que c'est une bonne solution? Alors, c'est une bonne solution, mais je dirais que c'est pas suffisant. On le voit à travers les exemples que Marc a pu mettre en avant. Même les sociétés à forte visibilité, à fort moyen, peuvent être attaquées. Donc, il y a l'exemple d'Airbus, qui avait été pris. On peut prendre aussi l'exemple de Bouygues dernièrement, où je crois que c'est pendant un mois, les applications métiers et de collaboration n'ont plus été disponibles. Donc, on le voit, malgré tous les efforts qu'on peut faire, et je suis le premier à me féliciter de toute
la dynamique qui peut être, toute l'attention qui peut être portée par les dirigeants à ces thématiques-là. Malgré tout, le risque zéro n'existe pas. Et ce qui est important dans ces cas-là, c'est déjà dans un premier temps d'admettre ce risque-là et de prévoir des solutions de backup. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, à travers l'exemple de Bouygues, le résultat, c'est quoi? C'est que les collaborateurs, ils n'ont pas de questions à se poser, ils doivent avancer sur leur mission. Et derrière, c'est la cacophonie, on jette sur du WhatsApp, on se jette sur du Dropbox, du Gmail, etc. Donc, on a une vraie cacophonie, on a une vraie perte d'efficacité avec des collaborateurs qui sont complètement désorientés. Et puis surtout, on a zéro gouvernance par rapport à ces plateformes grand public. On a des risques de fuite de données. On l'a vu, même Jeff Bezos s'était fait pirater son téléphone à travers une faille de WhatsApp. Donc finalement, on se surexpose. Donc par rapport à ta question, Laurent, on accepte le risque qu'il puisse y avoir une attaque quand bien même on s'est bien protégé. Et du coup, on prévoit un plan de backup en cas de survenance de ces cyberattaques qui couperaient les accès, par exemple, à mes outils de collaboration que j'ai pu mettre en place. Alors évidemment, je vais parler de Watcha, mais c'est vrai avec d'autres éditeurs. On peut très bien identifier en amont un partenaire de repli avec lequel on peut travailler. Nous, typiquement, on est capable en 24 heures, sans même avoir aucun accès à l'annuaire LDAP, juste sur la base d'un fichier Excel, on a des scripts pour ça, de pouvoir rétablir pour l'ensemble des collaborateurs une solution qui va permettre de travailler immédiatement. J'insistais sur les critères de prise en main immédiate. On n'a pas besoin, il faut pas qu'il y ait besoin de formation pour ça. Et puis, de ne pas faire de compromission sur la gouvernance, sur la maîtrise de données, sur la sécurité. Voilà. Donc, le message, ce serait vraiment de penser en amont à ces solutions de repli en cas de survenance d'une attaque. Et après aussi, une question, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait de mettre une sécurisation très forte, est-ce qu'il n'y a pas un risque sur l'usage? Complètement, en fait. Pardon, Laurent, vas-y, oui. Ouais, sur les métiers, quoi. Voilà, est-ce que derrière, ils peuvent vraiment travailler correctement, quoi? C'est toujours un équilibre, on le sait, il ne faut pas se leurrer. Apporter de la sécurité, ça apporte 90% de la contrainte sur de l'utilisateur. C'est je me connecte à travers un VPN, j'ai de la double authentification, voilà. Donc tout un tas de contraintes à l'usage. C'est encore vrai pour les solutions de chiffrement de bout en bout. Si vous avez expérimenté Signal, par exemple, il y a des codes à valider. Enfin, voilà. Donc derrière, le risque, c'est que trop de sécurité amène encore une fois le collaborateur qui croit être dans sa bonne logique, dans son bon droit, qui veut être efficace, il va contourner ces systèmes-là. Et finalement, c'est les usages de WhatsApp que vous connaissez. La solution qui m'a été proposée par la DSI ou par les dirigeants est trop compliquée. Je m'en sors pas. Et du coup, je ressors une solution grand public. Je vais la chercher sur le cloud. C'est facilement accessible. Le risque est toujours le même, aucune maîtrise de la part des dirigeants, de la part des DSI, zéro gouvernance par rapport à ces environnements qui sont maîtrisés. Donc, quelque part, c'est de la responsabilité des directions informatiques ou des dirigeants suivant la structuration de l'entreprise, finalement, de trouver le bon équilibre entre les besoins des utilisateurs, ça va être vraiment les premiers prescripteurs au niveau des directions métiers et différentes composantes de l'entreprise, à contrebalancer par rapport à ces enjeux de sécurité. Et plutôt que d'interdire les usages, ma préconisation, c'est plutôt d'essayer de voir comment on peut essayer de les reconnaître et de les encadrer. Il y a des enjeux de sécurité, mais l'expérience fondamentale, j'insistais dessus, est assez fondamentale à travers l'exemple que je prenais là. Si on a des solutions qui sont trop complexes, soit d'un point de vue usabilité, soit d'un point de vue sécurité, finalement, on s'en détourne et puis on a l'effet exactement inverse de ce qu'on proposait de faire en apportant de la sécurité. Effectivement. Et puis un point important, est-ce qu'aujourd'hui les sociétés sont prêtes, justement, on parlait de Bouygues, de beaucoup de sociétés finalement qui ont été impactées, est-ce qu'elles sont prêtes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une stratégie qui est définie en cas de blackout total? Alors, c'est à la fois en cas de blackout, je dirais, mais c'est aussi effectivement cette approche il me faut de la redondance, il me faut quelque chose de complémentaire. Je vais prendre l'exemple, alors toujours chez Bouygues, cette fois-ci, ça va être dans la division télécom. Comme la plupart des entreprises, des grands groupes, ils ont déployé leur solution Teams pour répondre aux besoins de l'entièreté des équipes. Néanmoins, ils avaient identifié qu'au sein des directions, principalement d'ailleurs, il y avait encore des usages de WhatsApp qui subsistaient parce que c'est simple, parce que c'est pratique,
pratique, parce que c'est utilisé de partout et donc je peux inviter mon partenaire en affaires, mon conseil, etc. Et donc, plutôt que de se dire, on va imposer, c'est un peu compliqué quand on parle du dirigeant, on va leur imposer d'utiliser Teams, ils ont été assez malins, je trouve, dans l'approche. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme système de messagerie en complément de Teams. Donc, ça rejoint ce que je disais sur l'accompagnement des usages, le diagnostic. Voilà, pourquoi vous allez utiliser WhatsApp? Qu'est-ce qu'on peut vous proposer en alternative sécurisée? Et donc, vous connaissez peut-être Signal, donc une solution de messagerie grand public chiffrée. Donc, ils ont analysé Signal. Ils ont évidemment analysé Watcha également, voilà, pour se dire quelles sont les solutions qu'on pourrait déployer spécifiquement pour notre COMEX. Alors, sachant qu'évidemment, ça commence par le COMEX, mais après, ça va ruisseler forcément au niveau des directions métiers. Ils ont accepté le fait finalement d'avoir deux systèmes avec des systèmes d'hébergement différents qui peuvent être complémentaires parce que maintenant, tout le monde a l'habitude de jongler entre plusieurs messageries et ça pose absolument aucun problème. Et j'espère qu'à travers cet exemple, là, ça montrait bien ce que je voulais mettre en avant à travers cet aspect repli, mais aussi écoute des utilisateurs. Ouais, effectivement, voilà, pour étayer un petit peu, pour revenir sur le cas Bouygues, ils étaient, j'avais un ami moi chez eux, et en gros il n'y avait rien de prévu en gros en cas de perte du système d'information, donc ils ont tout perdu, plus de mail, plus rien, et du coup tout le monde a dû se débrouiller par eux-mêmes, à créer des boîtes mail sur Gmail, des petits groupes WhatsApp, donc avec finalement leurs fournisseurs, ils envoyaient leurs mails sur Gmail. Enfin, ça a été une vraie cacophonie, ce que tu disais tout à l'heure, et que c'est important aujourd'hui, et ça pour moi il y a un vrai besoin là-dedans, c'est d'accompagner, parce que justement le risque zéro n'existe pas, et c'est d'accompagner les sociétés à définir quand même une stratégie en cas de contamination. Oui, complètement. Il y a un double bénéfice à travers ces approches que je préconise, c'est qu'on va répondre à la fois aux enjeux de sécurité et de gouvernance de la DSI, mais surtout on va être capable, et là je parle toutes les personnes autour de la table là, qui sont intégrateurs, qui apportent du service, d'être vraiment au plus proche des métiers. Bien souvent, c'est les premiers prescripteurs. On est sur des schémas de vente, on le sait, qui sont assez complexes. Donc, le fait d'avoir un sponsor en interne qui va vraiment adhérer à l'usage, à la solution, ça peut être très vertueux. Ok, merci Xavier. Avec plaisir. Je vous propose d'enchaîner sur la partie cloud. Difficile de faire une thématique sur la cybersécurité sans parler de la partie cloud. Donc, ce que je vous propose sur ce sujet-là, c'est que Willy Champ, qui est le cofondateur directeur technique d'IP-Line, prenne le sujet et échange là encore avec Laurent. Willy, je te laisse te présenter, représenter IP-Line et puis ensuite aborder ce sujet. Oui, très bien. Merci. Bonjour à tous. Donc déjà, je suis ravi que le CDRT organise ce type d'événement pour sensibiliser l'ensemble de l'écosystème sur ce thème-là, parce que je pense qu'on l'a rappelé et je crois qu'on est tous acteurs et on a besoin, on va dire, d'être tous vigilants sur ces thématiques-là. Donc IP-Line, on est positionné nous vraiment justement sur l'accompagnement des ETI, des PME sur la gestion de leur patrimoine numérique. C'est une société qu'on a créée en 2004 avec Thierry Coussier et Franck Dunière. Aujourd'hui, on est 80-85 personnes. On est basé en région Rhône-Alpes et on accompagne environ 300 clients de tout secteur d'activité. On intervient principalement sur le périmètre national, mais on a aussi quelques ETI sur l'international. Donc, on est certifié aujourd'hui ISO 27001 sur l'ensemble des services qu'on propose. Et on est aussi hébergeur de données de santé depuis 2016. Voilà, alors pourquoi? Parce que simplement, je reviendrai, mais c'est un gage de confiance déjà pour nos clients, nos partenaires. Et un véritable enjeu pour la pérennité de l'entreprise et aussi son développement. Ok, merci. Donc on va venir sur justement cette partie cloud qui aujourd'hui, on voit toutes les sociétés en tout cas se posent la question et beaucoup font le pas. Et donc, quels sont les risques, opportunités en termes de sécurité d'aller vers le cloud?
Ouais, alors ça, c'est une question un peu assez large. Pas Exactement. forcément facile d'apporter une réponse complète, hein, parce que dans le mot cloud, enfin le cloud aujourd'hui, on le met un peu à toutes les sauces. Hein. On a des clouds privés, des clouds publics, on a parlé d'applications, de SaaS, on parle maintenant de backup, de DR as a service, hein, toutes ces choses-là qui sont dans le cloud. Donc c'est voilà, c'est vrai que l'adoption on va dire du cloud, c'est plus, ça a vraiment explosé. On le voit avec beaucoup de promesses, hein, sur l'efficacité, l'agilité, la scalabilité que beaucoup d'entreprises veulent. Et aujourd'hui, voilà, c'est même plus le débat. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont des choses dans le cloud. Maintenant, on l'a rappelé, hein, c'est Pascal qui l'a rappelé. La vraie question à se poser, c'est est-ce que l'ensemble de mon patrimoine, notre patrimoine numérique de l'entreprise est connu? Et est-ce que tous les risques sont clairement identifiés et maîtrisés? Et ça, que je sois on-premise, que ce soit dans le cloud, tous ces risques-là et tous ces actifs doivent être complètement maîtrisés et connus. Et cette maîtrise, ça a été expliqué par Pascal. Cette maîtrise doit être aussi matérialisée. Et dans une démarche un peu ISO, on a une matérialisation qui est faite dans ce qu'on appelle une PSSI, c'est-à-dire une politique de sécurité, de système d'information qui va être là pour vraiment refléter la vision purement stratégique déjà au niveau de la direction en matière de sécurité de son système et la partie aussi gestion des risques. Donc cette PCC, elle va décrire des éléments complètement stratégiques, hein, les enjeux avec des référentiels, avec quels sont les principaux besoins en termes de sécurité, les menaces, etc. Et puis toutes les règles qui sont applicables par rapport à la protection du système. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour moi le gros point, qu'on soit dans le cloud ou on-premise. Ensuite, c'est pas parce qu'on est dans un service cloud qu'on a une sécurisation qui est assurée de facto. Si je prends, on connaît tous hein, le cas d'Office 365, mais il y a bien d'autres services sur lesquels on a ce même niveau de risque. Hein. On parle par exemple des stratégies de sauvegarde. Elles sont très limitées. Et une suppression accidentelle ou malveillante, hein, on va dire, peut facilement entraîner une perte de données. Et puis ces stratégies de sauvegarde dans le cloud, sur ces types d'applications, elles évoluent en permanence. Elles sont généralement compliquées à administrer. On ne sait pas trop ce qui se passe, à superviser. Voilà, donc là, voilà, il y a des choses vraiment à étudier de ce point de vue-là. Et puis c'est aussi une opportunité. Quelles sont les bonnes pratiques justement par rapport à ça? Comment faire pour bien sécuriser ces données dans le cloud? Alors moi, je dirais une bonne pratique déjà, c'est de lire ses contrats. On a toujours tendance à faire clic et aller très vite, surtout que la plupart du temps, c'est des contrats des fois un petit peu type. Mais voilà, une bonne pratique, c'est déjà de vérifier ce qu'il y a dans ces contrats avec les engagements, les SLA, les responsabilités. Et c'est en regardant vraiment ces contrats-là et en faisant aussi, en mettant les objectifs aussi de l'entreprise en face de ces engagements qui sont proposés par ces solutions cloud, que vous pourrez aussi analyser, qu'on pourra analyser et identifier les risques qui peuvent être encourus. Ça, je dirais que c'est vraiment le point qui est souvent un petit peu passé à la trappe, mais qui est très très important. Après, en termes de bonnes pratiques, il y en a plusieurs. Hein. On a parlé bien sûr de tout ce qui apportait de la visibilité, du contrôle sur les applications. On a parlé aussi de tout ce qui est sur les applications type SaaS, de mettre en place tout ce qui est authentification à double facteur. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus simple à mettre en œuvre. Même il y a beaucoup d'applications qui le proposent par défaut et qui ne sont pas activées. Et ça renforce vraiment aussi le niveau de sécurisation en activant ce type d'authentification. Un point important aussi, je reviens sur la partie contractuelle, mais pour moi c'est aussi important, c'est toute la notion de réversibilité. Basculer dans un mode cloud, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir s'assurer
du mode de restitution et aussi les garanties de tout ce qui va être effacement des informations une fois qu'on aura arrêté le contrat. Ça, c'est vraiment aussi un prérequis qui est indispensable à vérifier et qui peut, dans certains cas, être difficile, voilà, difficile parce que c'est pas forcément prévu. Voilà. Ok. Et ouais, pour revenir sur cette partie cloud, est-ce que justement se dire, bah, je mets justement chez des gros faiseurs, est-ce que justement je suis tranquille, je suis plus sécurisé parce que je suis dans le cloud ou pas? Alors, la plupart des gros faiseurs apportent généralement des garanties en termes de certification. Et c'est vrai que une certification type ISO 27001, c'est déjà quelque chose qui permet de démontrer qu'il y a au moins une organisation, il y a des processus de sécurité, il y a des bonnes pratiques qui sont mis en place. Donc ça, c'est déjà un premier point parce que c'est quelque chose qui, voilà, on sait qu'il y a au moins un organisme tiers qui est venu auditer et qui a pu constater, vérifier que ces bonnes pratiques sont en place et sur un périmètre, enfin voilà, sur une vision 360 de la sécurité. Donc c'est vrai que c'est déjà un premier. Est-ce que ces certifications, c'est une garantie de sécurité? Voilà. Est-ce qu'on est vraiment tranquille? Justement, on dit, bon, ils sont 27001. Je mets mes services justement sur cet hébergeur. Est-ce que je me dis, là, je suis tranquille? Alors, oui et non. Comme je dis, c'est déjà un gage de confiance parce qu'on sait qu'il y a déjà toute on va dire une organisation qui est en place avec déjà un bon nombre de critères suite à des référentiels. On a cité quelques référentiels, mais voilà, l'ISO 27001 en est un qui permet déjà on va dire, de balayer un grand nombre de périmètres. Ensuite, il y a des spécificités, hein, bien entendu. On parle de la certification aussi HDS. Donc, l'ISO 27001 n'est pas obligatoire. Maintenant, il est fortement recommandé. La certification HDS, donc dès que je vais avoir des données de santé à héberger, ça, c'est des choses qui sont obligatoires, avec des contraintes qui sont encore plus élevées. Et encore une fois, l'HDS, il y a différentes activités, donc il y a différents niveaux de service et avec différents niveaux de sécurité. Et ça aussi, c'est important de s'assurer justement quel est le niveau proposé et de définir avec le prestataire finalement un domaine de responsabilité avec un RACI aussi qui est associé pour que l'ensemble des parties prenantes puissent bien savoir qui est responsable de quoi, et notamment en termes de sécurité. Oui, effectivement, il y a un point, ouais, il faut faire attention hein, justement sur ces sujets de certification parce que faut bien aussi regarder qu'est-ce qui est validé en gros dans la sécurisation. Donc effectivement, il y a le 27001, ça aide beaucoup sur la partie organisationnelle. Mais typiquement, d'un point de vue plus configuration, finalement, on met des machines et ils ne regardent pas ce qu'il y a dans les machines. Du coup, potentiellement, ça peut être ouvert. Et du coup, voilà, disons, ce n'est pas une garantie de la sécurisation des données qui sont chez cet hébergeur. Tout à fait. Et puis, je rajouterais que, encore une fois, le ISO 27001, ça peut faire un peu buzzword. Il faut faire attention aussi sur le périmètre de certification. Une certification ISO 27001, elle définit toujours un périmètre. Donc, ça peut être sur purement un service, même ça peut être certification sur le service comptabilité, par exemple. Et là aussi, il faut être vigilant sur quel est le périmètre. Est-ce que la prestation que j'achète, est-ce qu'elle est couverte par ce périmètre-là? Voilà. Ouais. Ok, parfait, Willy. Laurent, d'autres questions pour Willy ou c'est bon? C'est bon. Merci. Oui, c'est bon, tu as fait le tour? Oui, merci. Ok, parfait. Bon, écoutez, merci à tous les trois. Bon, déjà, je vous remercie parce qu'on a respecté le timing, ce qui est quand même très important. Donc, ce que je vous propose, alors plus qu'une conclusion, c'est de continuer à ouvrir le débat parce que ce qu'on a vu un peu aujourd'hui, j'ai envie de vous dire qu'on pourrait en parler des heures. Il y a toutes ces bonnes pratiques et
Et malheureusement, ces cas qui vont encore se multiplier. Donc, Laurent, moi, ce qui m'intéresserait, c'est voilà, sur ce qui a été dit rapidement, ta vision, celle d'Ingénis. Et puis aujourd'hui, quels sont encore les sujets sur lesquels on pourrait débattre. Et on a encore un petit peu de temps pour des questions. Donc, moi, ce que je vous invite à l'issue de la prise de parole de Laurent, s'il y a des questions sur ce qui a été dit ou sur des remarques, je vous engage à prendre la parole pour qu'on échange tous ensemble. Laurent ? Ouais. Donc, de toute façon, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Voilà, en synthèse, en gros, ce qui est important de retenir, c'est que le risque zéro, il n'existe pas. Que toute société est confrontée donc, à ces problèmes de sécurité. Et justement, je voulais ouvrir un peu le sujet, c'est avec le cas du CH de Villefranche dont Bertrand a parlé tout à l'heure. Parce que c'est un cas que je trouve intéressant où, en gros, ils n'ont pas pu travailler quand même pendant. Oui, je ne sais même pas si c'est encore rétabli. Ils sont revenus au papier et tout ça. Et par contre, il y a eu le message de l'État qui a été de dire on ne paiera pas, de toute façon, le hacker. Et ça, je trouve que c'est un sujet intéressant. C'est est-ce que finalement, c'est le bon choix? Je pense que ça a été fait. Ça pour éviter que les hackers attaquent tous les autres centres hospitaliers. Donc c'est vraiment en fait pour dire aux hackers allez pas ailleurs parce que ça sert à rien, vous ne gagnerez rien. Et donc c'est vraiment un sujet financier. Mais est-ce que finalement dans la stratégie d'accompagnement d'un client, est-ce qu'il faut lui dire étudier quand même finalement est-ce que vous êtes prêt à payer justement une rupture et est-ce que c'est le bon choix? Je vois deux problématiques derrière ça. La première, c'est pour l'avoir vécu dans 2-3 entreprises où j'ai été, on n'a pas la garantie de pouvoir recouvrir les données. Et la seconde, c'est qu'à partir du moment où on paye, on est fiché comme étant bon payeur. Du coup, potentiellement, assujetti à d'autres attaques. Je ne sais pas si vous partagez tous le point de vue, mais… Alors, ouais, je suis d'accord par rapport à ces remarques. Maintenant, il y a une règle tacite, je dirais, au niveau des hackers, qui est si on nous paye, on restitue les données. Parce que derrière, ils bénéficient d'un effet aussi de bouche à oreille, et justement, qui a tendance à faire pencher la balance vers le paiement. Donc ça, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque, au-delà des annonces du gouvernement, on le voit particulièrement pendant malheureusement les prises d'otages réelles. Le message officiel, c'est on ne paye pas, mais derrière, on le sait, il y a des tractations qui permettent des fois des libérations de personnes ou de données. Donc, bon, c'est à tempérer. J'aurais tendance à dire que si on tombe sur une organisation structurée, on pourrait récupérer des données moyennant financement. Pour avoir vécu chez Louis Dreyfus, on s'est fait hacker en Zambie. Et ils ont eu beau avoir payé le hacker, ils n'ont jamais recouvert les données. Donc, la complexité, je pense, c'est d'identifier la typologie de l'attaquant en face. Et du coup, sa vraie volonté ou pas de recouvrir la donnée. Le bon attaquant et le mauvais attaquant. De business. Et analyser aussi en termes de perte de business. Nous, on a une société qui a été attaquée. Ils ont dit, nous, chaque heure, on perd tant. On paye tout de suite et comme ça, finalement, financièrement, c'est intéressant. Ce qui peut être intéressant à faire, ce qui nous avait montré, nous, qu'on n'avait pas recouvert les données, c'est qu'on avait envoyé un fichier au hacker en lui disant déchiffrez celui-là, montrez-nous que vous y arrivez, et si vous en êtes capable, on investit. Ça peut être une façon de procéder pour vérifier en tout cas qu'ils ont les clés qui permettent de déchiffrer. Je rajouterais que c'est vrai que la bonne pratique, c'est de ne pas payer, bien entendu. Et du coup, c'est de chercher vraiment toutes les solutions. Ouais. Et même si on n'a pas de sauvegarde, il y a des solutions aussi qui existent. Il faut savoir que souvent, les cryptos vont chiffrer, pour aller très vite, vont chiffrer que des débuts des fichiers, pour aller très vite et chiffrer l'ensemble des gros volumes. Et donc, il y a des possibilités aussi techniques de récupérer des fichiers sans forcément avoir les clés de déchiffrement à travers des sociétés qui vont aller vraiment au niveau des blocs et des disques durs et de pouvoir récupérer des données. Alors, ce n'est pas dans toutes les situations, mais
Nous, on a vécu certaines sociétés qui ont fait appel à ça et qui ont récupéré 90% de leurs données sans payer la rançon. Et du coup, là, je pose une question collégiale par rapport à ce que tu viens de dire, Willy. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, le risque zéro n'existe pas. Tu as parlé tout à l'heure, c'est intéressant, des contrats, de lire les contrats, mais du coup, jusqu'où va le devoir de conseil voilà, des entreprises là, qui sont toutes présentes au webinaire, donc soit des opérateurs, des intégrateurs ou autres, jusqu'où ça va? Parce que dans un cas comme ça, voilà, il faut suivre les recommandations. Est-ce qu'après, par rapport à ce qu'on a mis en place, soit comme politique de sécurité pour l'entreprise ou engagement, quand il arrive un cas malheureusement comme ça où on est en demande de rançon, ouais, jusqu'où ça va? Est-ce qu'on doit se border d'un point de vue juridique ou pas? Alors, je ne sais pas si quelqu'un a la réponse. En tout cas, c'est une question ouverte que je pose, parce qu'il y a quand même toujours ce devoir de conseil qui revient dans pas mal de sujets dans le monde de l'IT et des telcos. Donc, sur ce sujet-là, je ne sais pas si c'est un point… Déjà, il y a un point que tu soulèves qui est intéressant aussi, c'est la partie assurance. C'est vrai qu'on voit qu'il y a des assurances aussi maintenant qui prennent en compte ce risque-là, et donc les assurances aussi pour les entreprises augmentent liées à la cybersécurité. Tout à l'heure sur les primes, on a vu ce qu'on monte là-dessus. Ouais. Dans tous les cas, il ne faut pas oublier le temps de recouvrement de son SI, hein, que l'on ait payé ou pas, le temps de recouvrement, il est plus ou moins le même. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a récupéré une clé qu'il ne faut pas remonter l'ensemble de son SI. Donc, dans l'analyse d'impact que l'on doit faire, il faut bien intégrer ce temps-là également dans son critère de choix. Donc, c'est là aussi on intervient pour contrebalancer les choix. On ne prend pas le choix à la place du client, on ne peut pas. Et puis, normalement, si le client l'a accompagné dans une démarche, on l'a aidé à redémarrer son SI avec un certain nombre de pertes acceptables. Donc c'est là-dessus qu'on a un devoir de conseil. Mais on ne peut pas prendre la décision à sa place de payer ou pas, sachant que s'il paye, il faut quand même en moyenne 1 à 2 semaines pour pouvoir retrouver un SI dans un état qu'on voudrait nominal, qui ne l'est jamais en réalité. Alors, par contre, ce qui est important, je pense, c'est aussi de le préparer à ça, quoi, justement, qu'il soit prêt en cas justement de perte de son SI, de savoir avoir une vraie démarche, une vraie organisation pour remettre au plus vite son SI. Et pas justement être un peu dans le perdu, pas pouvoir téléphoner, rien pouvoir faire, pas pouvoir communiquer. D'où les analyses préalables de savoir exactement comment s'organise pour une reprise, qu'est-ce qu'on accepte de perdre, qu'est-ce qui est primordial, qu'est-ce qui est vital pour l'entreprise. Parce que le pire est justement d'avoir un vol de données, mais on ne sait pas si elles sont vitales ou pas pour l'entreprise, ou si les données sont chiffrées, lesquelles on a vraiment besoin pour redémarrer. Donc c'est là où il faut être vigilant, bien cartographier, et si on a une bonne cartographie, on peut normalement appliquer des procédures, même si ça ne suffit pas, on le voit tous les jours que ça ne suffit pas, mais ça permet au moins de prendre des décisions en connaissance de cause. En partant du principe qu'on a accès à cette cartographie. Exactement. Excusez-moi, est-ce que je peux poser une petite question? Enfin, j'ai 2 questions en fait en une. Finalement, au club, on a beaucoup d'intégrateurs, opérateurs de services qui sont assez 360 chez le client. Hein. Je suis le spécialiste réseau télécom IT de mon client. Est-ce que, en fait, quand on parle de ces sujets de cyberdéfense, vous considérez qu'un intégrateur 360 doit avoir cette corde à son arc, ou est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment le domaine de prédilection d'un spécialiste en fait? Est-ce que c'est bon pour un généraliste ou est-ce qu'on doit être spécialiste? Et finalement, dans la même question, en fait, comment je mets en œuvre en fait une activité de cyberdéfense? Est-ce que je m'appuie sur des spécialistes et je suis en frontal avec le client? Ou est-ce que je la monte, je vous ai entendu parler de SOC, de NOC, il y a quand même de l'infrastructure, du choix de logiciels, des process, de l'ISO 27001 quand on parle d'IP Line. Parce que finalement, derrière, il y a aussi l'obligation de résultat, quelque part, j'imagine, et donc la responsabilité d'un intégrateur pas suffisamment armé dans les solutions qu'il propose à ses clients. Alors, j'ai pas mal de questions, excusez-moi pour tout ça. Elle est super intéressante, mais ce que je trouve fondamental, je ne sais plus qui l'a cité tout à l'heure, c'est qu'il faut au final une certaine hygiène de base au niveau du système d'information. On ne va pas s'affranchir de tous les risques, mais on va faire du 80-20. Ça veut dire qu'en 80% des risques et de l'exposition en tout cas aux risques cyber vont être traités par des pratiques et une hygiène un peu
pas forcément complexe à mettre en œuvre du système d'information. Je pense que cette partie-là est à la portée de beaucoup d'intégrateurs. Après, si on veut vraiment se protéger de risques avancés, là, ça peut très vite devenir très, très, très complexe et arriver dans un domaine de spécialité. Donc, il faut vraiment être très clair sur la protection qui est apportée et celle qui ne l'est pas finalement, c'est ça? Comment on détermine celle qui ne l'est pas finalement? Parce que je pense que l'élément de réponse, c'était sur la partie conseil et bonne hygiène. Je pense qu'effectivement, ça peut être un service d'accompagnement à forte valeur ajoutée dans le contexte actuel et puis un élément de différenciation. Après, effectivement, l'expertise technique qui va au-delà des usages et des bonnes pratiques, c'est pas forcément évident de monter le pôle de compétences en interne. Il y a une raison déjà très, très prosaïque à ça, c'est que le marché sur les profils d'experts en cybersécurité est extrêmement tendu. Donc déjà, pour arriver à gérer, attirer les talents et se faire une place au soleil de l'expertise technologique sur la cybersécurité, après, ça peut être un enjeu stratégique, hein, je ne dis pas que c'est infaisable, mais ne serait-ce que par la pénurie de talents, c'est une vraie difficulté. Et donc, l'approche partenaire sur de l'expertise pointue, quel qu'il soit, peut être bienvenue. S'appuyer sur des spécialistes, donc. On peut prendre le parti aussi sur certains sujets, travailler en écosystème. Hein. Le monde de la sécurité se prête bien au monde de l'écosystème. Donc, on a des démarches chez nos clients, parfois où on arrive avec 2-3 partenaires. Évidemment, il y en a un qui est tête de pont, mais on travaille là-dessus en écosystème avec des spécialistes des différents sujets. Et puis, on essaie de travailler à une cohérence d'ensemble vis-à-vis de l'enjeu client. Ça, c'est des choses qui fonctionnent aussi très bien et qui s'entendent très bien dans le milieu de la cyber. Mais alors, si on prend en fait un client, une PME, donc une PME de 20 salariés, qu'est-ce que je vais mettre en place pour protéger une PME qui, de toute façon, va me dire ça coûte toujours trop cher? C'est quoi le minimum vital, en fait, là-dedans? La première des choses, de mon point de vue, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, ce qui a été dit en filigrane dans plusieurs interventions, c'est que déjà, il faut que la PME elle puisse prendre conscience de son actif, qu'est-ce qui est vital pour l'entreprise, quelles sont ses menaces et comment adresser ces menaces. Si elle n'a pas une vision claire de ça, déjà, elle ne sait pas elle sait pas se sécuriser. Si on ne sait pas quoi protéger, on peut mettre énormément d'argent. Si on ne sait pas quoi protéger, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, la première des questions, c'est qu'est-ce qu'on doit protéger et pourquoi? Une fois qu'on a fait ça, quelles menaces? Et par rapport aux menaces, qu'est-ce que j'accepte de prendre comme risque ou j'accepte pas de prendre comme risque? Et dans une PME, le dirigeant, il est très conscient de ça. Et moi, je pense que c'est par là qu'il faut aborder le sujet, parce que c'est un enjeu métier, parce que c'est très proche de la vie de son entreprise, et il comprend très bien, lui, dans un milieu économique, dans les menaces, vous avez vos concurrents, si vous ne suivez pas à la fois l'évolution du marché et l'environnement concurrentiel, votre entreprise, elle est menacée. Là, c'est à peu près la même démarche. Tant qu'on n'a pas initié cette démarche-là, elle est proposée à un client, de mon point de vue, soit une offre de service, soit un produit, soit un élément de sécurité. Évidemment, il y a l'antivirus, il y a tout un tas de choses qui sont indispensables, qu'on connaît déjà. Mais aller au-delà de ça sans avoir cette analyse, ce n'est pas forcément utile de mon point de vue. Donc, l'approche conseil est primordiale. Oui. Et ça vous permet aussi de vous légitimer dans la démarche en la prenant au point de départ, en fait. Et puis perdre son SI a un coût quand même aussi important pour l'entreprise. Donc c'est ce coût-là aussi. Il y a une prise de conscience du dirigeant à prendre sur ce coût-là, quoi. Mais alors, du coup, sur la responsabilité, puisqu'en fait, donc, je suis en frontal commercialement chez mon client, c'est moi qui vais contracter avec lui pour lui mettre en place une solution de sécurisation. Je vais en gérer potentiellement une partie avec un antivirus ou autre, comme on le disait. Mais si je m'appuie ensuite sur un spécialiste, il y a quand même des sujets que je vais finalement de moins en moins maîtriser. Il faut vraiment, vraiment bien border les choses pour protéger sa responsabilité quand même, non? Il faut les border, mais je pense qu'il y a aussi un point essentiel, c'est dans l'hygiène dont on discutait tout à l'heure. Une des premières barrières va être l'humain. Donc la sensibilisation du personnel de l'entreprise, la mise en place d'une politique de sécurité même très basique. Je vous prends l'exemple d'un client avec lequel je travaillais il y a 2 semaines. Le mot de passe de tous les comptes utilisateurs de la boîte, c'est le nom de l'entreprise.
avec un chiffre à la fin. Pour beaucoup de PME, il leur manque ces réflexes de base qui font qu'ils sont hyper vulnérables aujourd'hui. Alors, moi je pense quand même à un sujet, je reviens en fait, puisqu'on est beaucoup issus de l'intégration télécom et téléphonique. On a vécu pendant de longues années le phishing avec des attaques sur les systèmes téléphoniques qui passaient des appels et qui amenaient des factures disproportionnées, 30 000, 100 000 euros par mois. Et donc, on avait un vrai sujet sur la responsabilité. Est-ce que c'était la responsabilité de l'opérateur qui finalement ne fournit le tuyau qui est à la sortie de la machine? Est-ce que c'est la responsabilité de l'intégrateur ou est-ce que c'est la responsabilité du client final? Et ça a été quand même assez flou pendant assez longtemps. Mais le sujet, c'est quand il y a un risque, qu'est-ce que l'intégrateur prend comme risque là-dedans? Quand il y a une attaque, pardon. Là-dessus, alors déjà, ça dépend aussi de l'attaque, hein, mais par exemple, un hébergeur, s'il y a un de ses clients qui se fait attaquer et puis ça contamine tous les autres clients, là, potentiellement, sa responsabilité elle est en jeu. Voilà. C'est vrai voilà, ça dépend vraiment des attaques, mais oui, forcément, si c'est une faille liée à celui qui fournit le service, bien sûr. Et Laurent, c'est vrai que c'est une vraie question, enfin, c'est une question qui est très importante. Et là-dessus, encore une fois, on n'a pas toutes les réponses encore aujourd'hui. Il y a de la jurisprudence là-dessus. Donc, c'est vrai qu'un vrai conseil, le conseil là-dessus, c'est clairement de se faire accompagner aussi par des cabinets d'avocats spécialisés pour rédiger justement ces clauses. Parce que voilà, on n'a pas les réponses à tout. Et oui, on peut intervenir, on peut définir des RACI, on peut définir tout un tas de choses, des engagements de moyens et pas de résultats, définir des périmètres. Il y a toujours une part, voilà. Et là, le conseil, c'est justement d'avoir des conseils avisés d'avocats pour pouvoir rédiger ces conventions de service et être au moins assuré par rapport à ça. Oui, bonsoir, c'est Noël Minard. Je ne sais pas si vous m'entendez, Laurent. Très bien. Alors, très bien. Comme je suis en voiture, je suis désolé. Si c'était pas bon, vous avez le droit de me couper, d'accord? Je voulais essayer de rapporter quand même un complément parce que la question de Laurent, je la trouve assez pertinente et sur la question de la responsabilité. La question de moi, je dirige une entreprise, on est plutôt opérateur de services sur la partie IT, un peu de télécom, mais beaucoup sur la partie IT. On héberge en données de santé, on peut parler du 27001, c'est des sujets effectivement, et nous faisons beaucoup de cyber effectivement chez nos clients. La question de la responsabilité, peu importe le niveau de compétence de l'opérateur, de l'intégrateur qui intervient chez le client, sa responsabilité, elle va être engagée. Et de plus en plus, c'est-à-dire que jusqu'à présent, quand une attaque par des hackers, etc., on avait tendance à dire « Ah, c'est la faute, t'as pas de chance, ils se sont pris un virus, il y a eu un crypto, il y a eu ci ou ça ». Néanmoins, là où en tant que prestataire, on se doit d'être irréprochable, notre responsabilité va pouvoir être engagée dès l'instant où le plaignant, l'entreprise qui s'est fait attaquer, s'il y a le jeu des responsabilités, et s'il y a des compagnies d'assurance qui vont assurer de la perte d'exploitation, etc., ce sont les experts qui vont juger de qui va pouvoir être responsable. Et là, la responsabilité, ce n'est pas une petite chose à faire. Si on détermine que le firewall n'était pas à jour, ou à jour depuis 23 mois, 6 mois, que l'antivirus n'était pas, qu'il était supervisé, managé par le prestataire et que le travail n'était pas bien fait, là, il va être immédiatement responsable. Je crois qu'il y a là-dessus, et là, il va falloir que nous, en tant que prestataire de service, on se doit d'être irréprochable si on ne veut pas être à l'abri d'eux. Enfin, je veux dire, moi, je connais des entreprises qui se sont fait poursuivre là-dessus. Donc, celui qui va vouloir s'improviser installateur d'un firewall, d'un élément de sécurité, peu importe le bout de la chaîne, même s'il intervient, si dans la chaîne de responsabilité, alors vous allez me dire à chaque fois il n'y a pas une enquête par où est passé le hacker ou ci ou ça. Vous avez entendu parler dernièrement, c'est la faute du stagiaire parce que le mot de passe n'était pas sécurisé à tel endroit. Bon, alors si c'est un salarié, si c'est un stagiaire qui plus est, ça va être difficile. Imaginez que ce soit un prestataire, l'histoire est dite quand même. De
Tout à fait d'accord. Hein. Là, on parle de couverture de sinistres, etc. Donc, c'est vraiment les assureurs qui vont mettre leur nez dans leur grain de sel en fonction des enjeux. Pour toute intrusion, il y a une enquête qui a été faite. Est-ce que j'ai laissé traîner mes clés ou est-ce que ma porte a été fracturée? Et il y aura cette même approche-là. Alors, évidemment, pas à chaque fois, tout dépend des montants engagés, mais il y aura forcément des recherches de responsabilité sur les différents niveaux de la chaîne. Ouais. Donc, ça reste quand même, d'une certaine manière, une affaire de spécialistes. Il faut des bons contrats, il faut une bonne RC, une bonne responsabilité et bien déclarer cette activité-là quand on se lance. Et certainement s'appuyer sur des partenaires spécialistes si on veut être en frontal client, mais avec un certain danger, quoi. Et puis avec un respect des contrats, voilà, tout le monde a des contrats de support avec ses clients. C'est ce qui vient d'être dit. Et aujourd'hui, sur ce sujet-là, il y a quand même un vrai sujet de responsabilité sur ce qu'on appelle les contrats curatifs, mais tout ce qui va être proactif. Et vraiment, je pense que la responsabilité des intégrateurs notamment, mais aussi de s'assurer qu'il y ait toutes ces mises à jour éditeurs. Et aujourd'hui, moi, je tairais 2-3 affaires dont j'ai entendu parler, où en fait le sujet, il a été le problème avec les mises à jour en fait, des logiciels, alors qu'il y avait un engagement de maintenance, ça n'avait pas été fait. Et c'est ce qui a provoqué des attaques. Donc en fait, il y a quand même un vrai respect des contrats simples de support auprès des clients qui a encore plus d'enjeux qu'on pouvait connaître par le passé. Et ça, c'est important. Après, la bonne nouvelle aussi, moi j'ai retenu ce qu'a dit aussi Pascal tout à l'heure, c'est quelque part, je pense que ces cyberattaques, si je prends le côté positif, ça offre aussi des opportunités business super intéressantes. Je pense qu'il faut bien se structurer pour ça, mais qu'aujourd'hui, à la fois les modèles économiques et la recrudescence de ces attaques doivent permettre aussi à l'ensemble des acteurs et tous ceux qui sont en grande partie au CDRT, en tout cas, d'aller là-dessus et d'aller trouver des leviers de business et de fidélisation de ses clients. Parce qu'aujourd'hui, là, s'il y a vraiment un sujet où il y a du conseil, c'est bien dans ce domaine-là. Je pense que c'est aussi une opportunité, il ne faut pas le voir que du côté négatif, parce que c'est vrai que quand on prend 1h30 comme ça peut faire flipper. Il y a quand même plein d'opportunités intéressantes. Si on garde le mot positif presque pour la fin, parce qu'on est quasiment arrivé au bout de notre table ronde. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres remarques ou d'autres points. N'hésitez pas. Non, c'est bon? Parfait. Si on reste sur le positif, juste en anecdote, si on respecte le guide de l'hygiène de l'ANSSI, Guillaume Poupard indiquait que, donc le responsable de l'ANSSI, que 70% des attaques au sein des ETI PME auraient été déjouées, juste en respectant le guide de l'hygiène de l'informatique, donc essentiellement sur de la posture et des bonnes pratiques. Donc là aussi, il faut le voir de manière positive. Ouais. Très bien. Écoute, merci Pascal pour ce mot de la fin. Laurent, pour terminer peut-être, et puis à tous vous souhaiter une très bonne soirée. Laurent, si tu veux terminer. Ouais, écoutez, merci, c'était passionnant encore une fois. Bon, des informations un peu complexes parfois, mais de toute façon, on le voit bien. On est sur un enjeu d'actualité, une menace grandissante sur lequel on voit aussi que le client a besoin de confiance, de proximité. Donc, il faut nos intégrateurs ont certainement un rôle à jouer évident en fait sur le sujet, avec à mon avis un intérêt fort de s'appuyer sur des spécialistes dès qu'on rentre dans des besoins un peu trop complexes. Mais la démarche d'audit, de conseil, je pense qu'en effet, elle est primordiale. Merci en tous les cas à tous pour votre participation. On était à peu près une quarantaine. Et puis, rendez-vous le 30 mars pour notre prochain webinar, puisque le 30 mars, on sera encore sous forme de webinar. Merci à tous, bonne soirée et puis bonne semaine. Philippe, peut-être, oui? Non, je voulais juste vous dire que un truc sûr, c'est le 18 novembre 2021, on fera une grande soirée, enfin un workshop sur un baromètre sur les télécoms et informatique. On va lancer un grand baromètre avec nos adhérents. Et il y aura une réunion de la profession. On attend 200 à 300 personnes sans doute le 18 novembre avec effectivement les résultats de cette étude qui va être menée par Scolé Marketing, Nicolas Mestoy. Donc voilà, et là on va peut-être pouvoir avoir des chiffres fiables sur nos professions
parce qu'on n'a pas grand-chose pour le moment. Voilà. Alors, on se lance dans cette grande aventure. Au début, ça va être un peu balbutiant, mais on espère que chaque année, on pourra émettre un baromètre, un peu comme fait le Syntec numérique pour les ESN ou les éditeurs. On aimerait bien arriver à ça. En Et tout cas, montrer un peu plus de représentativité de notre filière. Ouais. Voilà. Tout Donc, à fait. vous serez conscient. Voilà, merci. Merci à tous, bonne soirée à tous et encore merci à nos intervenants. Merci, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.